Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. La conférence annuelle 2023 du Forum de Boa pour l'Asie a levé son rideau le 28 mars et va durer jusqu'au 31 mars sur l'île de Hainan. Organisé entièrement hors ligne et pour la première fois depuis 3 ans, le forum a pour thème un monde incertain, la solidarité et la coopération pour le développement face aux défis. Depuis sa création il y a plus de 20 ans, quel chemin a parcouru le Forum de Boao face à de multiples défis tels que le ralentissement économique mondial, les conflits régionaux, la pandémie, les conditions météorologiques extrêmes? Quelles solutions le Forum de Boao propose-t-il pour la gouvernance asiatique et mondiale? Aujourd'hui, M. Denis Depou, directeur général Monde de Roland Berger, et M. Jia Yongping, conseiller principal en stratégie neutralité carbone pour Tencent, vont partager avec nous leurs analyses. Bonjour. 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 Le Forum de Boa pour l'Asie a été créé il y a plus de 20 ans. Monsieur Depou, vous avez été invité à plusieurs reprises au Forum de Boa. Quel regard portez-vous sur l'évolution de ce forum? En effet, je pense que c'est ma 8e ou 9e participation au Forum de Boao. Toujours un moment important dans l'année chinoise, après les 2 sessions, pour prendre un peu la température, à la fois sur ce qui se passe en Chine, mais aussi sur la relation de la Chine avec l'Asie et avec le monde. C'est vrai que pour moi, depuis 8 ans ou 9 ans, le Forum de Boao, il a d'abord été très chinois, puis participation plus intense de pays d'Asie du Sud-Est, puis d'Asie centrale, du Moyen-Orient, devenu assez marquant. Donc on voit cette expansion géographique, on voit une expansion mondiale aussi, avec le forum est vraiment devenu un carrefour pour les entreprises, évidemment asiatiques, mais aussi américaines, européennes, africaines ou d'Amérique du Sud. Donc avec un mélange, et puis l'occasion, une fois par an, finalement, d'échanger sur des projets, de rencontrer des clients, pour nous par exemple, pour moi, et puis effectivement de réfléchir à la place de l'Asie dans le monde, à l'influence de l'Asie sur la gouvernance du monde, sur la conduite des affaires. Donc avec un mélange intéressant d'économie et de géopolitique. Quels sont les sujets que vous voudriez partager cette année? Alors cette année, on va parler d'énergie. D'abord, c'est mon sujet de prédilection pendant toute ma carrière. Mais c'est aussi, bien sûr, un sujet d'une grande actualité, puisque la crise énergétique qui a commencé en Europe se propage maintenant dans le monde, a un effet inflationniste dans l'économie dont on sent les effets, alors un peu moins ici en Chine, généralement un petit peu moins en Asie, mais beaucoup ailleurs dans le monde, et puis c'est en train d'arriver aussi en Asie. Et donc on va parler de ce sujet-là, de comment on combine la lutte contre le changement climatique qui demande des investissements majeurs et cette crise énergétique mondiale qui renchérit le prix des énergies. Peut-être est-ce une chance d'ailleurs que les énergies soient chères pour accélérer cette transition énergétique et consommer moins d'énergie. Tout à l'heure, on va rentrer dans les détails avec notre invité, M. Jia, qui est aussi un expert de l'énergie. Mais maintenant, je voudrais encore parler du rôle de Boao, de ses influences. En fait, l'expansion de ce forum est aussi un reflet important de l'influence grandissante de l'Asie au cours des dernières décennies. L'économie asiatique n'a cessé de croître à un rythme très rapide, ce que le président chinois Xi Jinping a qualifié de miracle asiatique. Monsieur Jia, d'après vous, quelle est aujourd'hui la place de l'Asie dans l'économie mondiale? Oui, effectivement, l'expansion du forum Boao est comme M. Depou a dit, est une plateforme de dialogue politique et économique pour l'Asie, même au-delà de l'Asie. Je pense que c'est un reflet de l'influence constante, croissante de l'Asie dans le monde. Quand on parle du miracle asiatique, comme j'ai travaillé à la Banque asiatique de développement pendant plus de 20 ans, qu'on a étudié les expériences de l'Asie, comment
la région, la croissance et des chiffres, on a conclu que quand on parle du miracle asiatique, ça peut se expliquer par 4 facteurs. Premièrement, c'est la stabilité économique, stabilité de société politique, qu'il n'y a pas de conflit. C'est la première chose. Et deuxième chose, c'est l'investissement dans les infrastructures, la route, le pont, l'énergie, comme on parle de l'énergie, et c'est important pour la croissance économique. Et troisièmement, c'est investissement, mais cette fois dans le capital humain, l'éducation pour la famille et pour le pays, c'est important. Et le quatrième facteur, c'est l'ouverture du pays vers le monde, le commerce, investissement. S'il y a ces 4 facteurs réunis, je pense qu'on peut parler, c'est comme ça, l'Asie a eu son succès, mais si on a ces 4 facteurs réunis dans d'autres régions, ce sera la même chose. Donc, je pense que il y a beaucoup d'expériences qu'on peut apprendre à l'Asie de ce point de vue. Je suis content de voir le forum Boao sera une occasion de plus pour partager ces expériences. Mais aujourd'hui, face à l'inflation qui touche l'économie mondiale, face à la situation actuelle internationale, Monsieur Depoux, pensez-vous que ce miracle asiatique peut se poursuivre ? Écoutez, il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Il y a raison d'espérer. L'économie asiatique, ça représente 46% du produit brut mondial. C'est 10% de plus que les États-Unis ou l'Amérique du Nord et l'Europe réunis. Donc c'est évidemment un moteur très important. En préparant cette émission, je regardais les prévisions les plus récentes du Fonds monétaire international sur la croissance. Et on voit bien que l'économie asiatique, que ce soit l'Asie du Nord, l'Asie centrale, l'Asie du Sud ou l'Asie du Sud-Est, va croître entre 4 et 6% dans les 3 prochaines années, selon les prévisions du Fonds monétaire international. C'est 2 fois, 3 fois, peut-être 4 fois plus que les prévisions pour l'Europe, entre 0 et 1%, les États-Unis probablement un peu au-dessus de 1%, en tout cas pour cette année. Donc c'est considérable, donc c'est bien le moteur, c'est 50% de la croissance mondiale, peut-être davantage, qui vont se passer en Asie. Pourquoi ? Comme l'a dit M. Jai, on a encore beaucoup d'investissements à faire parce que les fondamentaux des économies asiatiques ne sont pas au même niveau de développement en moyenne et plus particulièrement dans chacun des pays, ne sont pas au même niveau de développement que les économies de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Et donc cet investissement, par exemple en infrastructure, cet investissement pour la transition énergétique, va nécessiter ou va créer un appel d'air dans l'économie qui bénéficie bien sûr à la région asiatique, mais aussi au reste du monde, puisque le reste du monde procure des équipements, des systèmes, du financement pour tous ces projets. Donc on peut espérer un grand dynamisme. L'autre aspect, c'est que cette région elle est de plus en plus intégrée. Elle est intégrée grâce au traité RCEP qui est entré en vigueur l'année dernière et donc qui renforce les échanges en fait à l'intérieur de l'Asie, qui va continuer de les renforcer avec la baisse des tarifs douaniers, en particulier avec le Japon, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Tout ça malgré les tensions géopolitiques qui continuent d'exister. Mais il y a un mouvement, et on voit bien par exemple que les entreprises chinoises investissent hors de Chine, en Asie du Sud-Est par exemple, ou en Asie du Sud plus généralement, pour bénéficier de l'avantage concurrentiel, technologique ou du coût du travail dans différents pays. Et donc en faisant ça, elles renforcent cette intégration en Asie et elles renforcent l'avantage concurrentiel de l'Asie pour amener de la compétitivité au reste du monde. Parce que quand l'Asie se positionne comme usine du monde, précisément, c'est de la compétitivité qu'elle exporte par la suite vers l'Europe, vers l'Amérique du Nord.
Et ce Forum de Boao 2023 a pour thème un monde incertain, la solidarité et la coopération pour le développement face aux défis. Monsieur Chai, que pensez-vous du thème choisi cette année? Et je pense que le thème choisi est très pertinent, hein. Il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment dans le monde. On voit les conflits, la crise du climat, aussi la hausse des prix énergétiques. Il y a un problème de pauvreté. En fait, après la pandémie, on voit que plus de 30 millions d'Africains sont redevenus pauvres, tombés dans la pauvreté extrême. Ce sont des problèmes qu'on a vus depuis quelque temps, surtout après la pandémie. Et donc, ce forum va donner une occasion de discussion. Je vois que le forum a choisi sur ce thème central, il y a une série d'événements autour de sous-thèmes, hein, comme Internet et de nouvelles générations, la neutralité carbone, c'est mon travail, et chaîne d'approvisionnement, comme disait M. Depoux, et l'économie numérique, hein, l'intelligence artificielle. Ce sont des thèmes qui sont importants et potentiellement vont contribuer à résoudre le problème d'incertitude. On peut constater que le thème de cette année met à l'honneur les mots solidarité et coopération, mais à l'heure actuelle, dans le secteur technologique par exemple, on voit qu'il existe une forte concurrence, notamment pour la maîtrise des puces électroniques. Et certains pays en pointe sur le plan technologique vont adopter le découplage et les restrictions. Monsieur Topou, que pensez-vous de ce phénomène et quels seront les effets de ces mesures? On est en train de changer de monde. La concurrence, c'est pas nouveau. Ce qui a changé, c'est que s'impose une préoccupation de souveraineté économique. C'est vrai dans la technologie, mais c'est vrai aussi dans la santé. C'est lié aux tensions géopolitiques, mais c'est lié aussi aux observations de l'impact de la crise du Covid, des goulots d'étranglement logistiques. Donc il n'y a pas que de la politique là-dedans, il y a aussi simplement cette préoccupation, sans doute légitime, de souveraineté économique. Mais ce mouvement est lancé, ce mouvement est enclenché, il ne va pas s'arrêter. Donc on assiste à une redistribution finalement des différentes étapes de la chaîne de valeur. Alors par exemple des semi-conducteurs que vous citiez, pour assurer la sécurité d'approvisionnement. Ça va prendre des années, hein. Aujourd'hui, 60% de la demande de semi-conducteurs, elle est ici en Chine. D'ailleurs, pour une grande partie, pour réexporter vers le reste du monde. En revanche, le long de la chaîne d'approvisionnement pour arriver à ce produit final, la distribution est très différente, avec des technologies qui sont contrôlées par des entreprises européennes ou américaines, des process de fabrication qui eux-mêmes sont localisés un peu partout dans le monde. Et donc, à partir du moment où on se dit on n'est plus dans un monde globalisé, où on recherche le meilleur avantage concurrentiel, essentiellement économique et technologique, et on surimpose d'autres considérations, on enclenche un mouvement qui va prendre probablement plusieurs décennies pour redistribuer, pour probablement dupliquer certaines chaînes d'approvisionnement, avec un coût très important. On peut le regretter parce que dans un monde d'inflation, un coût plus important, ça veut dire encore plus d'inflation. Mais c'est la volonté des leaders politiques et aussi de certains leaders économiques, encore une fois, pour des préoccupations de changement climatique, pour des préoccupations de goulot d'étranglement logistique. Peut-être est-on allé trop loin dans la globalisation. Et donc, on va créer un peu plus d'inflation encore, durable, à cause de cette redistribution. Parlons maintenant du secteur énergétique, votre domaine expertise. En fait, depuis l'année dernière, ce secteur subit d'énormes changements suite aux sanctions des exportations russes de pétrole et de gaz. Les producteurs de pétrole du Moyen-Orient ont adopté des politiques pour restreindre la production. Monsieur Chai, quel regard portez-vous sur l'état actuel du secteur
énergétique et quels sont les effets de cette crise sur l'offre et la demande d'énergie mondiale? Oui, quand quand on parle de la crise énergétique, je pense que la crise a touché premièrement les pays européens. On voit une hausse des prix très significative, ce qui a obligé les gouvernements européens à subventionner en partie les ménages ou les autres consommateurs de l'énergie. Mais en fait, c'est eux-mêmes qui imposent des sanctions et qui entraînent ensuite une interruption partielle des imports énergétiques comparé au temps normal. Donc, c'est un problème politique aussi. Donc, je pense que, mais au-delà de ce problème de la crise en Europe, qui est peut-être de court terme, mais si on voit plus long terme, c'est pas seulement un problème de conflit, c'est un problème de changement climatique aussi. C'est une chance, peut-être, comme disait M. Decoux, de changer la structure de l'offre énergétique, davantage encourager le solaire, l'éolienne, l'hydraulique et les énergies renouvelables. C'est une chance peut-être historique. Si on oublie les problèmes à court terme, à long terme, c'est une chance historique qu'on va définitivement dans le chemin de la neutralité carbone enfin. C'est une chance à saisir. Et Monsieur Jahed, d'après vous, quelles sont les perspectives de coopération entre les pays asiatiques pour réaliser le développement vert, pour atteindre l'objectif de neutralité carbone? Je pense qu'il est clair que face à ces incertitudes, la seule solution, c'est de coopérer ensemble. Je cite un exemple du solaire photovoltaïque. Ça a été un effort conjoint des pays comme les États-Unis, le Japon, l'Australie et bien sûr la Chine, qui ont contribué à faire baisser le prix du solaire à plus de 90%. Donc, si on continue à ce découplage, ce sera dommage pour tout le monde. Si on travaille ensemble, il y aura une chance de surmonter tous ces problèmes. D'ailleurs, je pense qu'il y a un terrain d'entente possible tout de suite. C'est de travailler ensemble. La Chine, l'Europe et les États-Unis et les pays développés, on travaille ensemble en Afrique pour soutenir la croissance économique, développement de l'économie verte en Afrique. Et c'est là où je pense qu'il y a un terrain d'entente. Si on peut travailler ensemble en Afrique sans problème, il y aura une chance de travailler ensemble, encore une fois, pour développer d'autres énergies, d'autres technologies comme le solaire qu'on a fait au passé. Aussi, je pense qu'il y a une chance de coopération pour appliquer les technologies numériques. Comme je travaille chez Tencent, c'est une compagnie, une société dite Big Tech, Internet. Je vois ici, dans le cadre de mon travail, je vois ici qu'il y a une chance, un potentiel de coopération avec les pays développés comme les pays africains, d'utiliser davantage les technologies numériques pour améliorer l'efficacité du système énergétique en Chine comme dans d'autres pays. Je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire. Et cette année marque le 10e anniversaire de l'initiative La ceinture et la route. Au cours des 10 dernières années, l'initiative a obtenu des résultats fructueux. Monsieur Jahed, après vous, dans le contexte actuel, comment peut-on favoriser la coopération entre les pays asiatiques, les pays le long de cette route et les pays concernés pour la reprise économique? Oui, j'ai travaillé longtemps en Asie du Sud-Est. En fait, j'ai habité aux Philippines. Je vois très bien que depuis 10 ans, les travaux de route, ports, sont développés grâce à ces efforts de l'initiative de la ceinture et la route. Donc,
c'est pareil dans d'autres pays que j'ai constaté. En même temps, je pense que pour aller en avant, il y aura une demande supplémentaire au-delà des infrastructures construites, qu'on doit développer davantage la production, la capacité de production locale dans ces pays-là pour utiliser davantage la capacité offerte de l'infrastructure. Donc, pour améliorer en fait la performance économique des infrastructures aussi. C'est là un effort supplémentaire à faire. Je pense on a compris que le développement de la capacité locale est aussi important. Je prends encore l'exemple du solaire. En ce moment, à peu près plus de 90%, peut-être plus, de la production des panneaux solaires sont produits en Chine et par la Chine. Je pense qu'une partie de ces productions peuvent être délocalisées en Asie Sud-Est. Ça commence, mais on peut faire davantage, mais aussi en Afrique, dans d'autres régions, pour produire localement. Et ça fait les énergies solaires vraiment domestiques, indigènes, parce que si on importe les panneaux, c'est en partie une dépendance. Donc je pense que l'initiative a fait beaucoup de progrès et on voit le potentiel pour aller plus loin. Le forum de cette année traite aussi du thème de modernisation chinoise. Monsieur Depoux, comment interprétez-vous cette notion de modernisation chinoise? En effet, je pense qu'il y a un assez gros changement finalement où l'objectif des politiques gouvernementales, qui a pendant longtemps été d'augmenter la taille de l'économie chinoise, bascule pour augmenter la qualité de la croissance de cette économie chinoise avec peut-être moins d'efforts pour en faire toujours augmenter la taille. Et l'objectif, c'est d'améliorer pas seulement le volume, mais finalement la valeur ajoutée produite par l'économie chinoise. Et cette valeur ajoutée, augmenter cette valeur ajoutée, c'est critique pour augmenter le produit intérieur par habitant. Et donc finalement la richesse que chacun en Chine peut percevoir de manière sonnante et trébuchante. Donc en améliorant le produit intérieur par habitant, on améliore le revenu disponible par habitant, et donc on relance la machine par la consommation. Et donc on voit bien qu'il y a tout un chemin à parcourir pour moderniser l'industrie, augmenter la valeur ajoutée, augmenter le PIB par habitant et in fine avoir plus de revenus disponibles. Sinon, la machine risque de s'arrêter, ou alors elle est complètement dépendante des exports. Mais les exportations, ça monte et ça descend en fonction de l'état de l'économie mondiale. Donc, du coup, ça suscite... je comprends l'objectif de modernisation, d'abord par une modernisation industrielle, justement, pour se positionner sur une production à plus forte valeur ajoutée. Et on l'a vu, encore une fois, en 2021, avec l'augmentation assez massive des investissements, de robotisation, de digitalisation, Monsieur Jai l'a évoqué, dans l'industrie, pour simplement améliorer la productivité. Il n'y a pas 36 méthodes pour améliorer le produit intérieur brut d'un pays. On augmente la taille ou on augmente la productivité de ce que l'on y fait. Et puis il y a l'aspect prospérité commune. Moi je le lis non pas comme la confiscation des plus riches en faveur des plus pauvres, mais plutôt sur la façon d'augmenter finalement la taille de la classe moyenne, non pas par le bas en fait. Et donc, alors il y a eu l'effort énorme qui a été fait et réussi de sortir des millions de gens de la pauvreté, mais il y a des gens qui ne sont pas pauvres mais qui pourraient être plus riches. Et donc c'est comment finalement on augmente la taille de la classe moyenne par les plus modestes pour finalement rééquilibrer aussi l'impact de cette croissance sur le pays. Et c'est comme ça que je comprends ces efforts de prospérité commune pour transformer dans les banlieues ou à la limite entre les banlieues et la ruralité, transformer l'économie de ces régions de façon à amener plus de gens vers une consommation un peu plus importante.
Et une dernière question. Le forum de cette année parle d'un monde incertain. En fait, ces dernières années, les tendances à la démondialisation se font fortement accentuées à l'échelle planétaire. Tendances renforcées par les crises épidémiques, les conflits régionaux, les sanctions financières, etc. Monsieur Chai, comment peut-on analyser la situation actuelle vue sous l'angle de communauté de destin pour l'humanité proposée par le président Xi Jinping? Je pense que face à ces incertitudes, les problèmes qu'on voit tous les jours, la solution, je répète, c'est la coopération entre les pays. Et l'initiative prise par la Chine offre une solution, une sortie. Que je vois, il y a beaucoup d'exemples de succès. Quand je parle du succès du miracle asiatique, c'est les 4 facteurs réunis. Je pense que c'est le moment qu'on réfléchit ce qui s'est passé, ce qui est marché dans le passé, et quand on va à l'avenir, c'est de répéter ce qui est marché et pour qu'on ne fait pas d'erreur. Donc, je pense pour l'Asie comme le monde, on doit réfléchir ces 4 facteurs, la stabilité, pas de conflit, l'ouverture du pays, et pas de découplage, l'éducation sur le capital humain, et tout ça, c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup d'expériences à partager. Le forum BOA, c'est une occasion pour nous de réfléchir et penser ce qui a marché dans le passé et pour aller plus loin. Monsieur Depout, quel est votre point de vue? Le monde ne manque pas de défis. On a parlé de la pauvreté, du changement climatique, on a une crise économique qui se déploie. Il y a quelques jours, c'était la journée mondiale de l'eau. On a des problèmes de disponibilité de l'eau, y compris ici en Chine. Donc le monde ne manque pas de défis, et ces défis, lorsqu'ils sont mondiaux, comme le changement climatique, sont autant d'opportunités en effet de coopération. Et donc je répéterai ce message sur la collaboration. On peut avoir de la concurrence, on peut avoir des rivalités, on peut avoir des préoccupations de souveraineté économique qui faciliteront pas la coopération. Mais il y a quelques enjeux mondiaux sur lesquels effectivement on peut dépasser ces rivalités ou cette concurrence et aller chercher des solutions mondiales à des problèmes mondiaux. Et c'est pour moi l'intérêt aussi de ces plateformes d'échange comme le forum de Boao, d'amener ce genre de discussion, peut-être de concentrer la discussion sur ces sujets-là, sans forcément éviter les sujets qui fâchent, mais sur lesquels on progressera sans doute assez peu. Et un dernier point sur la globalisation. La globalisation, ce qu'elle a apporté au monde, avant même que la Chine entre à l'Organisation mondiale du commerce et depuis que la Chine en fait partie, depuis 2001, ce que la globalisation a apporté au monde, c'est la déflation, c'est finalement cette compétitivité et disposer de choses de manière bon marché en tirant parti des avantages concurrentiels de chaque pays dans le monde. On peut regretter certains aspects du modèle, certainement, mais c'est ça la contribution principale de la globalisation, c'est de la croissance et un effet déflationniste. Malheureusement, la déglobalisation produit exactement l'effet inverse. Donc dans un monde où l'inflation est un problème, la déglobalisation va aggraver cette inflation. Donc il faut qu'on réfléchisse profondément comment on peut contrer certains aspects négatifs de cette déglobalisation. Merci. Merci à nos 2 invités, M. Denis Depout et M. Jia Yongping, d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.